Bonsoir à tous, bienvenue dans GenTech. GenTech tous les mardis soirs sur Watch TV, c'est le grand rendez-vous de l'actu high-tech. On est en direct comme toutes les semaines ou presque. La semaine prochaine, ce sera forcément une rediff puisque l'équipe de Watch sera au NAB à Las Vegas. Profitez donc de cette heure pour interagir avec nous via les réseaux sociaux. Vous voyez le hashtag de l'émission en bas à droite, GenTech TV ou Watch TV en un seul mot. Vos tweets arrivent dans ce studio en temps réel et on va évidemment les répercuter. À notre invité, alors que je salue avant de saluer mon complice. Bonjour Philippe Rodriguez. Bonjour. Bonsoir. Alors vous êtes banquier d'affaires à Volta Partners, mais vous êtes surtout ici en tant que président de l'association Bitcoin France. Alors vous savez qu'on est deux dans l'équipe de GenTech et que l'économiste, bah c'est toi Pierrick, salut. Non, moi je suis le joueur de jeux vidéo, Benjamin, tu le sais. Voilà. Bon, on va avoir besoin aussi de ton expertise ce soir parce qu'on va passer une heure avec Philippe pour essayer de comprendre ce que sont les bitcoins. Est-ce que c'est une unité monétaire? Est-ce que c'est un système de paiement? Est-ce que c'est les deux? Comment ça fonctionne? Quelles sont les garanties? Quels sont aussi les risques qu'offre que nous présente le système? Bref, on a plein de questions à poser, Pierrick, à Philippe Rodriguez. C'est vraiment un sujet d'actualité, Bitcoin. Absolument, on en parle beaucoup. Ça fait réagir dans tous les pays, bien entendu, en Chine, en Europe, bien sûr, aux États-Unis, où ça fait parler également beaucoup de monde, jusqu'à Warren Buffett. On en parlera, qui n'a pas été très aimable avec le Bitcoin, mais il n'est pas le seul. Mais il faudra voir effectivement de laisser peut-être la chance à cette monnaie supplémentaire, ou en tout cas à ce nouveau moyen de faire des échanges dans le monde, on va dire en toute liberté, avec les questions des garanties effectivement qui peuvent se poser. Mais Benjamin, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu sais si on dit un bitcoin ou une bitcoin? Voilà, première question pour Philippe Rodriguez qui est là pour nous éclairer aussi. Bon, je vois que ça commence très fort. La vraie question, c'est est-ce qu'on met un B majuscule ou un B minuscule? Voilà. Je pense que c'est masculin, le Bitcoin, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a un Bitcoin avec un B majuscule et un Bitcoin avec un B minuscule. Alors, je vous retourne la question, est-ce que vous savez quand est-ce qu'on met le B majuscule et quand est-ce qu'on met le B minuscule? Ah, je suis... Non. Alors, avant tout, Bitcoin, c'est un protocole. C'est un des protocoles de l'Internet, comme il en a existé déjà beaucoup, c'est un nouveau protocole. Et donc, c'est un nom propre. Lorsqu'on parle du protocole, effectivement, on l'utilise avec un B majuscule, parce qu'on veut parler du réseau, mais en fait, c'est plutôt un protocole qu'un réseau. Et lorsqu'on parle de l'unité de compte qui est à l'intérieur de ce protocole, l'usage veut qu'on mette un B minuscule. Donc, voilà, donc beaucoup de gens écrivent maintenant comme ça. Je ne sais pas si la règle va durer, mais en tous les cas, elle est celle-là pour l'instant. On a tendance à écrire avec un B minuscule dans la presse. Là, je voulais revenir, Benjamin, c'était juste pour faire une blague. Comme d'habitude. Voilà, pour les oreilles sensibles, je précise tout de suite. Si vous avez les oreilles sensibles, éteignez et revenez dans 2 secondes. Non, parce que la Bitcoin, ça va pas. Voilà. C'est une bonne raison, d'ailleurs. Voilà. Pour choisir le masculin. Allez, histoire de lancer. Alors donc pour être vraiment partir de la base, on est bien d'accord, c'est une nouvelle monnaie. Avant tout, si on reprend la base. C'est vraiment en guise d'apéritif. On va vraiment commencer par le Bitcoin avec un B majuscule. Avant tout, c'est un protocole. C'est un protocole. Avant tout, c'est une application décentralisée. Donc c'est un protocole qu'on appelle peer-to-peer, pair à pair, qui permet de transférer des valeurs de façon sécurisée. Donc, et ce faisant, sans utiliser d'autorité centrale ou de tiers de confiance. C'est très important parce que aucun pays même aucune autorité, ça pourrait être une organisation, parce que si on prend le cas par exemple de PayPal, on a une autorité centrale qui est PayPal, qui est l'organisation. Ici, il n'y a pas d'autorité centrale. Donc, pour vos auditeurs qui ont peut-être l'habitude de transférer des fichiers ou pas, mais si certains le font, ils ont pris l'habitude de le faire aussi en pair à pair et sans autorité centrale. Et effectivement, ça a commencé avec Napster, il n'y avait pas de serveur central. Ouais. Exactement. Et donc on a vu en fait cette évolution dans le partage de fichiers en pair à pair avec des autorités centrales peu à peu disparaître. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une autorité centrale, c'est un point de compromission important et qui fait que le système peut être arrêté. Dès qu'il est en peer-to-peer, dès qu'il est en peer-to-peer, pardon,
et qu'il n'a pas d'autorité centrale, c'est beaucoup plus difficile à stopper. Et dans ce cas-là, on est vraiment dans un système qui est totalement libre. Or, ce qui a été inventé en 2008, donc par un développeur qui s'appelle Satoshi Kon. Alors, vous savez quoi? On va y revenir dans quelques instants parce que voilà, on va consacrer 2 grosses tranches de l'émission à Bitcoin. On voulait juste avoir avec vous un apéritif, un avant-goût. Voilà, on va parler donc de cette monnaie électronique qui fait couler beaucoup d'encre. On va voir à la fois toute la définition. On va essayer vraiment de vous faire comprendre ce que c'est, comment ça fonctionne, quel intérêt ça peut avoir. Et puis on va aussi essayer de soulever un certain nombre de problèmes et de polémiques qui sont apparus depuis 5-6 ans maintenant que le Bitcoin a été inventé. On va marquer une courte pause et puis on va commencer par, c'est traditionnel, l'actu high-tech de ce début de semaine. À tout de suite. Bon, et je vous apprends rien en vous disant qu'on est le 1er avril. Alors évidemment, le 1er avril, quand je parle d'actu high-tech, ça donne parfois des choses assez improbables. Il aurait fallu beaucoup plus de temps que je n'en avais aujourd'hui pour faire le tour de la galaxie high-tech loufoque. Parfois, c'est parfois difficile de faire la différence entre une vraie info et une info de poisson d'avril. Par exemple, Samsung qui présente son premier lave-linge connecté. Ça date d'aujourd'hui. Bon, non, c'est une vraie info. Oui. donc je passe dessus. Alors ça c'est une info qui n'en est pas une. De quelle manière Intel fête le 1er avril? Vous allez voir sur le site d'Intel, on a Intel qui dévoile une nouvelle génération de puces intelligentes. Alors, Intel joue sur le mot chip. Parler anglais, un petit peu. Philippe, voilà. Chip, ça veut dire processeur et ça veut aussi dire. Chips. Voilà, chips, voilà. Donc c'est une chips bleue. Voilà. Et on la regarde de près, c'est une photo prise en très gros plan, c'est de la macro. On se dit, tiens, alors c'est une lentille de contact, c'est bardé de capteurs. Non, c'est juste une chips bleue. Voilà. Merci Intel pour ce poisson d'avril. L'autre exemple que je voulais vous montrer, c'est un exemple français sur un site de commerce en ligne, un site de commerce électronique que vous connaissez bien, LDLC. Pareil, quand j'ai vu l'info, je me suis demandé si c'était du lard ou du cochon, parce que je sais que ça existe, un site de rencontre pour les geeks. Hein, Pierrick? Ouais. Ça te dit quelque chose? Ah oui, il n'y a rien de plus insupportable qu'un geek. J'irais certainement pas essayer de trouver une moitié chez les geeks. Alors, en plus, elle risquerait de me piquer ma console. alors voilà ce que ça donne. Ça s'appelle MiGeek. Alors c'est juste pour rire, hein, pour le fun. Évidemment, la page va sans doute disparaître, s'évaporer dans quelques minutes quand les 12 coups de minuit auront sonné. Et si on descend en bas de cette page qu'on fait en direct live avec vous, eh bien alors vous voyez d'abord, on voit que MiGeek est compatible aussi avec TamTam. Oui. C'est dire si on est dans le poisson d'avril. Et puis un peu plus bas, vous voyez, ils sont 42 à avoir déjà trouvé l'amour avec MiGeek. Et puis on peut faire participer à un petit sondage. Alors voilà, Philippe qui est aux commandes du site va participer pour nous. Voilà, il cherche une femme, Philippe. Voilà, je le savais pas, mais j'ai déjà trouvé. Hein. Il aime plutôt les cheveux courts. Non. Ah non. Donc une femme aux cheveux longs qui aime la télé-réalité, non? Ah non. T'as pris les jeux vidéo. Voilà. Elle s'appelle Emily Peach. Et vous la trouverez au fond à gauche après les céréales. Voilà, petit clin d'œil de LDLC, c'est sympa d'avoir pensé au 1er avril. Voilà, je me demandais aussi en voyant cette pub pour les campings et les mobile homes à 99 € par mois, si c'était une info poisson d'avril ou pas, mais non, c'est une vraie info. Voilà, bon, c'est tout petit tour d'horizon des poissons d'avril de ce 1er avril, histoire de participer à notre tour. Et Pierrick, je crois que tu as aussi fait une découverte, toi. Alors c'était sur Twitter, effectivement, j'ai vu passer un tweet, on va le voir, me prends pas ma feuille. Parce qu'on le verra mieux sur ta feuille, c'est pour ça. Tu crois qu'on le verra mieux sur ma feuille? Voilà, c'est le Papergram. Voilà, la possibilité sur son papier toilette, voilà, de mettre ses photos d'Instagram sur ses photos pour 12,95 € des 6 rouleaux. J'ai mis quand même quelques minutes à me dire mais c'est une connerie, qu'est-ce que c'est que ce truc, avant de me dire bon sang, mais c'est bien sûr, nous sommes le 1er avril. Voilà, enfin en tout cas j'espère que c'est un poisson d'avril et j'ai vu traîner ça effectivement sur Twitter. En tout cas ça m'a fait sourire ce matin, Benjamin. Bon, on passe à 2-3 infos un peu sérieuses.
Oui, si tu veux. Allez, je reprends ma feuille. Allez, voilà, je te la rends. Ah, tu veux la garder en plus. J'ai griffonné des trucs dessus. Bon, d'accord. Alors, 2-3 infos quand même sérieuses. La première info, c'est que le Nokia X, vous savez, ce premier Nokia sous Android, arrive en France cette semaine. On l'avait découvert au Mobile World Congress à Barcelone il y a un peu plus d'un mois avec Stéphane Elop, le PDG de Nokia. Arrivée donc du Nokia X avant la fin de la semaine au prix de 119 € comme c'était prévu, avec une offre de réduction de 20 € jusqu'à la fin juin, et donc vous pourrez l'avoir pour moins de 100 € en réalité. Précision, le Nokia XL, qui est son grand frère, qui a lui un écran de 5 pouces, arrivera à la fin du deuxième trimestre, donc il va falloir attendre quasiment jusqu'au départ en vacances pour vous offrir le premier Nokia sous Android avec un grand écran. Des nouvelles d'HP qui a vendu 7 millions de portables au premier trimestre 2014. HP qui pourrait donc reprendre la première place au classement mondial des vendeurs de PC portables. Build, c'est le nom de la conférence de Microsoft, la conférence développeur. Elle ouvre demain à San Francisco avec donc le nouveau PDG de Microsoft, Satya Nadella, qui va faire sa première grosse apparition, on va dire, en public, et un public important parce qu'il y a plusieurs milliers de personnes dans la salle. C'est souvent dans des stades de football américain que ça se déroule. Voilà, on attend notamment le premier aperçu de Windows Phone 8.1, qui va être la grosse mise à jour attendue du système d'exploitation pour mobile et pour tablette de Microsoft. Voilà, donc Build qui commence demain à San Francisco. Voilà pour les 2-3 petites infos que je voulais quand même donner pour ne pas faire de ce début d'émission une simple farce. On se retrouve dans un instant, Pierrick, pour parler monnaie électronique avec notre invité Philippe Rodriguez, le président de l'association Bitcoin France. À tout de suite. Voilà, Bitcoin France. Alors, on a dit qu'on allait faire de la pédagogie. Alors, Bitcoin, pourquoi ça s'appelle Bitcoin, Philippe ? C'est simplement une terminologie qui correspond à cet univers des applications décentralisées, dans lequel on utilise souvent le terme de bit pour commencer en fait un acronyme, donc par exemple comme BitTorrent. Ouais. Et donc probablement que c'était dans l'univers de ces applications peer-to-peer. Voilà, donc et coin comme monnaie, donc. Et coin comme pièce et comme voilà. Comme monnaie. Alors, ce qu'il faut dire, ce qui est important, c'est que donc c'est un système. Concrètement, il n'y a pas de pièce, il n'y a pas de billet. C'est effectivement, parfois dans la presse, on voit les bitcoins représentés par ces pièces, vous voyez, avec un B, et on voit ces pièces qui, bien sûr, n'existent pas. Mais c'est une monnaie qui est complètement dématérialisée. Voilà, c'est difficile en presse de représenter quelque chose qui n'existe pas. Donc, généralement, c'est représenté, donc on martèle ça un petit peu dans la presse, alors que, bien évidemment, ça n'existe pas. C'est donc ce protocole qui est décentralisé, permet effectivement, à partir du moment où il est capable de transférer des valeurs, l'unité de compte qu'il y a dedans, quand je transfère par ce protocole, je transfère donc un bitcoin. Qui a la valeur finalement par rapport à d'autres monnaies en fonction de ce que vous voulez bien lui donner, puisqu'aujourd'hui il existe un grand nombre de places de marché qui permettent d'échanger ces bitcoins contre une valeur en euros, en dollars, en yens, en yuan, et donc par conséquent il y a un équilibre qui se fait entre l'offre et la demande en fonction de ce que vous êtes prêt à payer pour avoir ce bitcoin. Sachant qu'il y a quelque chose d'important, c'est que là où effectivement on parlait d'institutions comme la Banque de France, la BCE, la Fed, qui d'une certaine façon peuvent faire marcher la planche à billets comme ils veulent, et on a pu le voir d'ailleurs ces dernières années avec la Fed qui a fabriqué énormément de dollars pour faire face à la crise. Le Bitcoin, il y a un nombre assez précis, défini, et qui évolue finalement assez peu, de Bitcoin en circulation dans le monde. Et alors c'est peut-être quelque chose qui n'est pas forcément très connu. Le nombre évolue tous les jours en fonction du programme informatique, c'est ça ? Alors, il faut reprendre au début. Donc le protocole fait que pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir vérifier que votre transaction soit valide, lorsque je transfère par exemple, je vais vous transférer, Pierrick, un bitcoin, je vais passer effectivement, non pas par une organisation centrale, mais par un réseau d'ordinateurs qui se parlent entre eux et qui vont obtenir un consensus sur le fait que je dispose bien et qu'il est bien arrivé chez vous.
Et ce réseau d'ordinateurs qui fonctionne met de la puissance de calcul au profit d'une preuve de travail. Et le premier qui trouve va en fait récupérer un reward, en quelque sorte, une récompense. Cette récompense n'est pas payée en euros ni en dollars, elle est payée en bitcoin. Cette récompense varie dans le temps et elle évolue effectivement tous les 4 ans. Donc elle était de 50 bitcoins dans les 4 premières années et elle est de 25 aujourd'hui et encore pour 3 ans. Et puis elle va passer à 12,5 et après 6,25 et après je vous laisse faire les maths. Donc une récompense, il faut faire quoi pour gagner cette récompense? Alors pour gagner, je vois que vous êtes intéressé par les récompenses. Pour pouvoir obtenir cette récompense, eh bien, il faut faire une preuve de calcul, c'est-à-dire résoudre une équation mathématique suffisamment compliquée, mais qui m'oblige en fait à d'une part vérifier les transactions et d'autre part vérifier une équation compliquée, ce qui est la preuve en fait qu'un ordinateur a fait ce travail dans un laps de temps qui est toujours le même, qui est de 10 minutes. Et donc toutes les 10 minutes, il y a une récompense qui est offerte par le réseau à l'ordinateur qui a pu permettre de faire ce calcul. Aujourd'hui, ces ordinateurs et surtout les personnes qui travaillent derrière ces ordinateurs, on appelle ça des mineurs. Comme il est difficile la probabilité de trouver cette équation, et bien, si vous attendez d'avoir la chance d'avoir la réponse à cette question, ce n'est pas forcément intéressant pour vous. Donc le mode de fonctionnement aujourd'hui, c'est qu'on fonctionne en pool. Donc un grand nombre de mineurs se mettent ensemble et partagent en fait le profit, la récompense pour avoir trouvé la solution. Donc ils sont organisés dans des grands pools. Ça c'est, j'allais l'expliquer tout à l'heure. Ça c'est organisé ou est-ce qu'ils travaillent tous sans savoir qui fait partie du pool? Non, c'est pas organisé. On est vraiment dans une application peer-to-peer. On est dans une application décentralisée. Tout le monde peut downloader l'application qui permet de miner. Vous la téléchargez, vous pouvez l'utiliser. Et dans ce cas-là, vous pouvez rentrer dans le réseau pour pouvoir vous-même miner ces crypto-monnaies. Donc, cette partie-là, cette partie de vérification, on va dire c'est les coulisses parce que ceux qui utilisent le Bitcoin juste pour régler un achat ne voient pas toute cette partie-là. Non, vous avez raison, c'est tout à fait juste. Il y a effectivement des populations différentes dans l'écosystème. Il y a des gens, ça va effrayer, ça. Les poules, les mineurs. Voilà. Donc c'est un écosystème. Mais il faut bien remplacer la banque centrale par quelque chose. Bien sûr. Et on l'a remplacé par un réseau d'ordinateurs qui travaille par consensus pour pouvoir obtenir la vérification des transactions qu'on est en train de faire. Autre chose très importante dans le mode de fonctionnement. Ce réseau, c'est l'ordinateur de tous ceux qui installent l'application. Absolument. Aujourd'hui, pour faire des transactions sur le Bitcoin, donc pour miner du Bitcoin, l'ordinateur dont nous disposons tous à la maison ne suffit plus. Donc on utilise maintenant des processeurs dédiés à ça, et donc des processeurs qu'on dit ASIC, donc spécialisés, qui permettent en fait de faire ces calculs plutôt que des processeurs du marché. C'est-à-dire que ma tante Mado, si elle voulait obtenir des bitcoins de cette façon-là, elle ne pourrait pas le faire, il faudrait qu'elle aille sur des plateformes pour en acheter. Elle ne pourrait plus le faire aujourd'hui, c'est tout à fait juste, vous avez raison. Et donc elle ne pourrait plus miner parce que ce sont les ordinateurs suffisamment puissants qui peuvent le faire et surtout des chipsets spécialisés. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, finalement, pour gagner de l'argent avec des bitcoins, pour obtenir des bitcoins, il faut quasiment être un professionnel. C'est une petite armée d'informaticiens chevronnés qui arrivent à avoir accès aux nouveaux bitcoins qui sont créés. C'est plutôt une grande armée, mais effectivement, elle est réduite par rapport à la population totale, mais c'est une grande armée. Et effectivement, ça nécessite aujourd'hui un matériel particulier pour pouvoir le faire. Alors, néanmoins, c'est assez logique parce qu'on a connu plusieurs phases dans l'évolution de Bitcoin. La première phase, c'est la phase un peu, j'allais dire, des geeks qui ont construit ce réseau Bitcoin, donc qui est un réseau finalement pour processer des transactions. Et ça, c'est la première époque. La deuxième époque, c'est une époque plus de spéculateurs. Donc des gens qui vont acheter en fait ces bitcoins sans les avoir minés eux-mêmes, mais en espérant les revendre à un meilleur prix. Et puis on est en train d'entrer dans une troisième phase, qui est la phase qui m'intéresse le plus aujourd'hui, qui est la phase des entrepreneurs qui sont en train de construire des services au-dessus de ce protocole, de façon à livrer bientôt des services. Il y a une quatrième phase qui est en train d'arriver, qui sont les consommateurs. Un consommateur, évidemment, lui, il ne va pas avoir besoin d'avoir des ordinateurs spéciaux à la maison pour miner. Ce qu'il va pouvoir utiliser, c'est simplement une application de type wallet pour pouvoir utiliser son Bitcoin. Alors, justement, le Bitcoin, on explique que c'est une monnaie dématérialisée, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas dans son porte-monnaie, dans sa poche, mais est-ce qu'on peut acheter quelque chose aujourd'hui avec un Bitcoin ? Alors,
Pierrick, excusez-moi de vous reprendre, mais vous êtes un grand spécialiste de l'économie, donc vous savez déjà qu'en fait la plupart de la monnaie est déjà virtuelle. Donc, avec les cartes bleues, mais je me permets de vous le redire parce que il est vrai que pratiquement 90% de la masse monétaire aujourd'hui est ce qu'on appelle scripturale. Donc elle est où ça? Elle est dans les mémoires d'ordinateurs des banques et non pas effectivement dans ma poche. Voilà. Mais donc c'est important. Si je vais voir ma boulangère pour acheter une baguette et je lui dis je vous donne 2 bitcoins, d'ailleurs je l'aimerais bien parce que ça représente beaucoup d'argent. Elle va te botter les fesses. Mais elle ne le prendra pas. Non, tout à fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas une particularité unique du Bitcoin que d'être virtuel, puisque c'est ce que vous exprimiez. Ce qui est une particularité unique, c'est d'être digital. C'est d'avoir une capacité, en fait, effectivement, à ne pas avoir une représentation physique de cette monnaie. Mais la plupart des monnaies, c'est le cas. En fait, la plus grosse partie de la masse monétaire n'est pas, en fait, physique. Donc cette caractéristique n'est pas unique à la monnaie. Alors, je voudrais qu'on revienne quand même à la naissance du système parce que il y a quand même une sorte de mythe ou de mystère autour du créateur du Bitcoin. Alors c'est un certain... Alors, on ne sait pas ce qui est vrai, on ne sait même pas si son nom est vrai d'ailleurs. Hein. Satoshi Nakamoto. Donc Satoshi Nakamoto est l'inventeur du protocole. Il écrit en fait un papier... Vous êtes sûr de ça ? Enfin, en tous les cas, Satoshi Nakamoto est le pseudonyme qui a été utilisé pour pondre un papier extrêmement important qui définit le protocole Bitcoin. Sans qu'on sache si c'est une personne ou un collectif. Voilà, puisque c'est un pseudonyme, donc on n'a pas de certitude. Pourquoi il n'y a pas un Je ne sais pas, il faudrait lui demander. Non, mais votre avis, enfin votre conviction, c'est quoi ? Moi, j'ai une conviction là-dessus. Je pense en fait que c'est quelqu'un qui est probablement très, très empreint en fait, de cette culture également des applications décentralisées, des nouvelles façons de développer aussi, et qui finalement a pensé assez tôt probablement que son invention le dépassait lui-même et que finalement il a remis à la communauté à la fois le protocole mais également les premières instances de l'application distribuée et que les développeurs ont repris la suite. Il faut savoir que pratiquement, d'après ce que j'ai entendu, il y a jusqu'à 2/3 aujourd'hui de ce protocole dans sa version en fait informatique qui a été redéveloppé par la communauté de développeurs. Donc évidemment il continue à évoluer et quelque part il a remis à l'humanité à la fois ce protocole et cette application pour qu'elle évolue. Et finalement, il a préféré, pour l'instant, rester anonyme. Ouais. Alors, ce qui est incroyable, c'est quelque chose qui est tout à fait respectable. Ouais. Et en tous les cas, ce qui correspond aussi assez à l'idée de ce qu'est aujourd'hui le Bitcoin, finalement. Pourquoi ? À savoir une monnaie qui n'est pas non plus quelque chose qui est mis en avant, qui a une hégémonique et qui appartient finalement à une certaine idée de la liberté. Il est probable, et j'achète le point, Pierrick, je pense qu'effectivement, si quelqu'un avait dit voilà ce que j'ai créé une entreprise ou voilà ce que je propose, peut-être qu'il n'aurait pas connu dans les premières années l'engouement qu'ont eu les développeurs à l'utiliser, l'améliorer pour arriver à ce qu'il est aujourd'hui. Donc je pense que vous avez raison, je pense que c'est tout à fait à la fois dans la philosophie du développement libre, puisqu'on est dans un système open source, totalement libre, etc. Donc c'est important. Et je pense que ça a aidé à son développement que d'être dans cette philosophie, et visiblement ça a marché. Alors juste pour vous raconter très brièvement l'histoire de cet inventeur, hein, il a affirmé travailler sur le Bitcoin depuis 2007. Bon, on ne sait effectivement pas si c'est une personne ou un groupe de personnes qui se fait appeler Satoshi Nakamoto. Il n'y a aucune trace de son identité. Alors, ce qui s'est passé, Benjamin... Attends, au départ, sur son profil, il déclarait être un Japonais de 37 ans, mais relativement récemment, au mois de mars, hein, donc il y a un mois, une journaliste de Newsweek a pensé avoir retrouvé la trace de ce monsieur Nakamoto, alors qui serait en fait
nippo-américain, donc un mi-américain, mi-japonais de 64 ans. Donc pas du tout l'âge qu'il avait annoncé au départ, et qui vivrait en Californie, et qui serait en fait un physicien à la retraite. Voilà, et qui s'est retrouvé du jour au lendemain avec à peu près 250 journalistes sur le pas de sa porte qui voulaient l'interviewer, et qui en a fait une véritable maladie, et il a démenti, il a dit ça n'est pas moi. Il a dénoncé donc la façon dont la journaliste de Newsweek avait travaillé. Donc on ne sait pas si c'est bien ce monsieur, mais il y a eu un emballement absolument phénoménal autour. Il y a des photos où vous pouvez voir devant chez lui où il doit se frayer un passage. C'est bien simple. On dirait Zlatan Ibrahimovic à la sortie d'un entraînement du PSG. C'est le pauvre homme qui voulait être tranquille et qui se retrouve d'un seul coup présenté comme le père du Bitcoin, et on ne sait toujours pas effectivement si c'est lui. Pour vous, ça contribue, on va dire, à rassurer, ou au contraire, c'est un côté un peu inquiétant de ne pas savoir finalement d'où ça vient? Non, ce qui est important, c'est le code source. Ce qui est important, c'est d'avoir un protocole qui fonctionne depuis maintenant plus de 4 ans, et qui n'a pas eu de faille à la fois de sécurité et de mode de fonctionnement. Ouais, on va en reparler. Et qui permet justement d'avoir ces capacités-là. Donc finalement, l'inventeur importe peu. Il existe d'ailleurs tout un tas d'inventions dans l'humanité dont on ne connaît pas avec certitude l'inventeur. Ce qui est certain, c'est que c'est probablement pas la personne effectivement qui a été trouvée par la journaliste de Newsweek, même si elle s'entête un peu, et qu'il y a beaucoup d'indices qui laissent à prouver que ce n'est pas lui. Mais la communauté ne s'intéresse finalement assez peu à ça. Il n'y a pas finalement de recherche particulière à pouvoir découvrir l'inventeur. L'invention est absolument géniale, ça a été dit par la plupart des experts qui se sont penchés suffisamment longtemps sur le système, c'est-à-dire à la fois des spécialistes de la sécurité, des spécialistes de l'informatique. À chaque fois que des gens ont fait ça, ils ont dit il s'est passé quelque chose d'incroyable. Jusqu'à Bill Gates, vous parliez de Microsoft tout à l'heure, donc je reprends en fait le mot de Bill Gates. Bill Gates a dit que c'était un tour de force technologique, ça c'est sûr. Parce que quand on voit en fait le mode de fonctionnement et qu'on s'y intéresse de près, on comprend en fait qu'il y a une vraie innovation technologique. Et je me permets d'insister là-dessus parce que c'est important d'ailleurs pour vos auditeurs, parce que si on pense que c'est simplement une astuce marketing ou quelque chose qui aurait pu être inventé auparavant, on se trompe complètement, et on se trompe en fait dans ce débat-là. La réalité, c'est qu'en 2008, il a été inventé quelque chose qu'on ne peut plus désinventer. Et cette chose qui a été inventée, c'est ce protocole-là, qui est maintenant une instance sous forme d'une application distribuée. Vous parliez de finalement différents âges dans l'histoire du Bitcoin. Effectivement, la création, le développement par une communauté passionnée. Puis on est effectivement rentré dans la phase spéculative, parce que si on parle autant du Bitcoin, il faut le signaler, c'est que sa valeur a complètement explosé en un an et demi, pour atteindre à un moment pas loin de $1000 le Bitcoin. C'est-à-dire que la valeur a été multipliée, je crois pas, par plus de 100 ou plus de 1000 en quelques mois. Comment est-ce qu'on gère, comment est-ce qu'on peut arriver à tenir une monnaie qui, d'un seul coup, dont la valeur explose en quelques temps, et où on peut se retrouver du jour au lendemain riche, très riche, parce qu'on a spéculé sur le Bitcoin? Alors, dans la communauté, les bitcoiners aiment bien dire en fait que c'est pas finalement le bitcoin qui explose, c'est les autres monnaies qui se dévaluent. Parce qu'on peut le voir de différentes façons, évidemment. Et vous pourriez aussi dire en fait que c'est le dollar qui est en train de baisser face au bitcoin. Mis à part ça, on est dans un phénomène qui est tout simplement un phénomène d'engouement par rapport à une vraie innovation technologique qui peut aussi changer différents aspects de la façon dont on voit l'argent et dont on voit en fait le monde de la finance dans le monde aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on reparle de ces points-là, parce que vous allez voir qu'il y a tout un champ d'activité, on aura le temps d'en parler. Alors ça va être l'objet de la deuxième partie sur Bitcoin dans ce GenTech. On va parler du Bitcoin de manière très concrète, voir de quelle manière il a été accueilli, où on en est, qui l'utilise pour faire quoi. Juste par rapport à ces montagnes russes sur le cours du Bitcoin ou des autres monnaies face au Bitcoin, si on avait investi 1 000 € en Bitcoin le 7 février 2011, bah, le 4 décembre 2013, on aurait eu en poche 207 000 €. Voilà. C'est pas mal. Aujourd'hui, ça vaut combien un Bitcoin ?
J'ai pas le cours en tête, je le regarde pas tous les jours. Un peu moins de $500. Un peu moins de $500. Le 7 février 2011, un bitcoin valait 4,15 €. Et il est monté jusqu'à un peu plus de 860 €, je crois. En dollars. Là, je suis en euros. Mais, ouais. Moi, le chiffre, c'est en dollars. Enfin, voilà. Non, mais la spéculation existe à peu près sur tout ce que vous pouvez spéculer dans le monde. Hein. Dès qu'il y a quelque chose qui est en rareté, il y a un marché de la spéculation dessus. On pourrait parler du marché de l'art, ou on pourrait parler de tout un tas de marchés. Donc, le fait qu'il y ait de la spéculation et une forme de volatilité sur le cours, qu'on soit clair là-dessus, il y a de la volatilité sur ce cours, n'est pas spécifique à cette monnaie. C'est simplement que, effectivement, comme elle est en rareté, eh bien, il y a des investisseurs qui sont intéressés pour pouvoir faire des opérations. Mais pour la communauté de développeurs, c'est pas le point le plus important. C'est presque un point de détail pour eux, puisqu'on voit tout un tas de nouvelles applications qui vont bien au-delà de la spéculation. C'est une monnaie qui est en train de leur échapper d'une certaine façon. Pourquoi ? Le fait que ça se développe autant, qu'en Chine ça devienne une monnaie de sécurité par rapport au yuan. C'est un bon point. Non, les développeurs continuent à inventer de nouveaux systèmes qui vont aussi exister au-dessus du protocole Bitcoin. Donc c'est loin de leur échapper. Je pense qu'ils sont en plein dedans. On va en parler dans la deuxième partie, juste pour qu'on reste une dernière fois. Moi, je suis un peu fasciné par l'histoire de Nakamoto. C'est ça. Juste, ce que j'ai lu, c'est qu'un peu avant de disparaître à la fin de l'année 2010, je crois qu'il a envoyé un dernier message sur le forum le plus utilisé à l'époque. Il a installé quelqu'un comme son successeur. Alors, est-ce que Gavin Andresen joue un rôle aujourd'hui, ou est-ce que c'est encore un pseudo qui n'existe pas? Non, c'est pas. Je pense que c'est finalement pas très important. Ce qui est important, c'est qu'il y a une communauté de développeurs. Non, mais il existe ou pas? Et que cette communauté de développeurs, savoir en fait si telle personne est le premier Satoshi Nakamoto ou pas, finalement, c'est une question qui intéresse assez peu la communauté. Je comprends que ça puisse intéresser dans le grand public. Il existe ou pas, Philippe, mais finalement, Gavin Andresen? Oui, bien sûr. Vous l'avez rencontré? Non. Vous avez déjà vu une photo? C'est pas ce qui est le plus important. Non, mais vous voulez pas me répondre. Je pense que ce qui est le plus important, c'est de regarder la communauté de développeurs qui travaillent sur ce sujet, parce qu'elle existe. Oui. Et c'est elles qui font vivre aujourd'hui le protocole. Et c'est elles qui font vivre le protocole en l'améliorant chaque jour, en proposant de nouvelles versions en fait, de l'application, pour éventuellement contourner de nouvelles failles, comprendre en fait comment on peut faire qu'il y ait plus de sécurité, qu'il y ait plus de capacité à créer des applications. C'est ça. Je vous posais la question parce que... Ça, c'est obtenu par un consensus de développeurs et non pas par une personne. Bon, ce qui est important dans cet environnement. Nakatomo aurait confié à Gavin Andresen le projet, le code source en fait, et puis une copie de ce qu'on appelle la clé d'alerte. C'est une clé qui permet d'atténuer les effets d'une éventuelle attaque sur le système. Monsieur joue un rôle non négligeable quand même dans le système, qui qu'il soit. À nouveau, je pense en fait que ce qui est important, c'est de regarder comment la communauté fonctionne et de bien comprendre que dans cette communauté qui est totalement ouverte et dans laquelle tout le monde peut rentrer pour pouvoir développer et contribuer, il n'y a pas un poids qui est donné plus important pour une personne ou pour une autre. Ça, c'est son mode de fonctionnement. C'est un logiciel libre qui est en open source. Vous avez la possibilité de lire en fait chacune des lignes de code que l'on trouve dans ce logiciel et d'y contribuer librement et par consensus de le faire évoluer. Bon, mais donc Gavin Andresen, vous dites qu'il existe, mais vous ne l'avez jamais rencontré. Comment vous savez qu'il existe? C'est pas très important. Bon, d'accord, vous ne voulez pas répondre à ma question. Comment est-ce que tu sais que le Père Noël existe? Exactement, parce que moi je l'ai rencontré. Tu l'as pas vu, mais il existe. Et j'en ai vu plusieurs, c'est ça qui m'inquiète. Bon, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce GenTech auquel vous pouvez participer avec le hashtag GenTechTV que vous voyez en bas de votre écran. On va parler quelques minutes de l'actu des jeux vidéo avec Pierrick, et puis on retrouvera Philippe Rodriguez, notre invité, le président de l'association Bitcoin France, pour évoquer toute l'actualité de Bitcoin et toute la manière dont le Bitcoin est utilisé concrètement, est accepté ou pas par les États et par les consommateurs. À tout de suite.
Pierrick. Benjamin. Alors. Je voudrais te reparler justement d'un jeu qui pourrait intéresser Philippe. Il s'agit de Watch Dogs. On a beaucoup parlé déjà sur cette chaîne. Ça va être le jeu événement, aussi, hein. Le jeu événement de l'année qui va sortir donc le 27 mai. L'histoire d'Aiden Pierce, qui est un voyou sur le retour, un peu né de la dernière pluie, hacker émérite. Surtout, et qui va montrer sa capacité justement à prendre le contrôle de tous les appareils électroniques qui croisent son chemin. Ça va depuis les distributeurs automatiques de billets jusqu'au téléphone, en passant par les feux rouges par exemple. C'est un hacker qui essaye de se mettre au vert après quelques mois passés en prison, mais on le sait, son passé va finir par le rattraper forcément. Alors plus qu'un long discours, Benjamin, j'aurais qu'on regarde le trailer qui vient d'être diffusé par Ubisoft. Et qui nous emmène dans les rues de Chicago. Profitez bien du voyage, ça dure un petit peu plus de 3 minutes. Peggy 18. Bienvenue à Chicago, une métropole moderne remplie d'opportunités. Dans Watch Dogs, Ubisoft a créé un monde ouvert et dynamique qui vous offre un nombre infini de possibilités. Du haut de ses gratte-ciel aux rives du lac Michigan, la ville a été reproduite grâce à un moteur graphique puissant, spécialement conçu pour Watch Dogs, capable de générer dynamiquement des effets de lumière, de gérer un système météorologique complexe et de retranscrire une physique réaliste. Chicago est une ville grouillante de vie, où chaque quartier a sa personnalité, chaque citoyen sa propre identité. Les habitants réagissent de façon intelligente au monde qui les entoure et contribuent à faire du monde de Watch Dogs l'un des plus crédibles jamais vus dans un jeu vidéo. Absolument tout est connecté à Chicago et vous pouvez pirater n'importe qui. Infiltrer le téléphone des passants pour accéder à leurs messages, leur musique ou même leur compte bancaire. Identifier les criminels, brouiller les communications, contrôler le trafic ou espionner les habitants. Chacun de ces individus peut vous révéler ses secrets, même les mieux gardés. Dans Watch Dogs, vous avez tout pouvoir sur cette ville. Mais n'oubliez pas, chaque action entraîne une réaction. La police vous traquera sans relâche. Et les médias vous dénonceront. Votre tête peut même être mise à prix. Dans ces moments-là, rien de mieux que les coins les plus dangereux de Chicago pour disparaître de la circulation. Le monde de Watch Dogs a été pensé pour vous surprendre. Chaque habitant peut être une victime, un criminel, voire même un autre joueur qui s'infiltre dans votre partie. Philippe, pendant qu'on regarde cette vidéo, vous disiez que vous aviez l'air assez impressionné par la qualité graphique, c'est ça, de Watch Dogs? C'est bluffant, ouais. C'est évident que pour moi qui visitais un peu Chicago une ou deux fois, là, je dois dire que c'est tout à fait bluffant, on a l'impression d'y être. Voilà. Bon, en même temps, les teasers, c'est souvent un petit peu enjolivé, non, par rapport à la réalité du jeu, non, Pierre? Écoute, honnêtement, je ne l'ai pas encore vu tourner, mais c'est un jeu pour les Next Gen, Xbox One et PS4, et franchement, je pense que le rendu graphique sera pas loin. Ouais. Ça dépendra aussi de la qualité de sa télé, forcément, mais on peut attendre vraiment beaucoup de choses de ce Watch Dogs, et surtout de la façon de l'expérience de jeu, et je vous invite d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, à aller voir du côté de Jeux Vidéo Mag. Alors là, c'est Batman Arkham Knight, mais vous avez aussi le guide complet ici de Watch Dogs pour tout savoir
sur ce jeu. Benjamin, je voulais aussi te parler de 2 jeux sur ta tablette, sur ma tablette, sur tablette, et notamment des jeux qui fleurent bon le passé. Hospital Manager, d'abord, qu'on va voir en vidéo. Voilà, comme son nom l'indique, c'est un jeu de gestion d'un hôpital. Alors, mais c'est pas un hosto comme les autres. Hein, il y a les médecins, du personnel d'entretien, une machine à café, une salle de repos pour le personnel soignant et même des clowns. Mais à côté des maladies classiques comme les fractures ou le mal de tête, Benjamin, il y a on y soigne aussi des cas plus intéressants comme le caféinomane, l'insupportable geek, et des cas plus intéressants comme le zombie, le fou allié. Il y a même un extraterrestre genre Chewbacca, ou alors une maladie qui s'appelle roi de la pop, voilà, où on peut les voir, les rois de la pop, affublés comme un fameux chanteur mort il n'y a pas très longtemps. Voilà, il faut les soigner le plus vite possible. Il est pas mort, il sort un album. C'est vrai, oui, t'as raison, c'est fort. Voilà, il faut les soigner le plus vite possible, sinon ils vont se mettre en colère et ruiner la réputation de l'établissement. Voilà, c'est drôle, pas facile, hein, au fur et à mesure qu'on avance. Ça m'a rappelé, moi, des jeux genre Hospital Tycoon ou Thème Hospital, c'est très sympa. Voilà, les jeux auxquels on jouait il y a quelques années, et il y a de quoi en perdre la tête, on a pu le voir. Et puis, je voulais te signaler aussi... C'est sur quoi, tablette, c'est sur tablette, voilà, on peut y jouer Android, iOS, voilà. Et je voulais te signaler aussi la sortie de Dungeon Keeper, un jeu gratuit là aussi sur tablette sous forme de tower defense, avec des diablotins qu'on peut maltraiter. Ils aiment bien qu'on leur donne des baffes pour qu'ils travaillent plus vite, c'est le rêve des patrons, ça. On construit son donjon, c'est comme ça que tu marches, Benjamin, non? Avec nous, je crois bien, j'ai encore du mal à m'asseoir. On construit son donjon avec des couloirs, des couvoirs, parce qu'il y a beaucoup de questions de poules dans ce jeu, des temples impies, un cimetière. On peut attaquer surtout les donjons des voisins, donc préparer ses défenses. On est très loin quand même du Dungeon Keeper de Peter Moulineux pour ceux qui s'en souviennent, hein, dans les années 90. Bah oui, c'est un nom qui me dit quelque chose. Et ben voilà, ça prend, là on est vraiment sur la version light sur tablette, ça prend 5 minutes de temps en temps, on collecte de l'or, des pierres, on achète des choses, on se constitue une armée de squelettes, de vampires ou d'anges noirs. Bon, un atout. C'est gratuit, mais faut quand même être patient parce que ça prend du temps à construire un beau donjon. Si on n'est pas patient, faut donner un peu de sous. On peut même pas l'acheter en Bitcoin. Ça viendra peut-être, Benjamin. Ça serait logique. Merci Pierrick. Allez, on remarque une petite pause et on revient pour la deuxième partie de l'émission avec notre invité Philippe Rodriguez de Bitcoin France. À tout de suite. Retour dans Gentech avec Philippe Rodriguez, le président de l'association Bitcoin France. Philippe, alors on a commencé à implanter le décor tout à l'heure. Maintenant, on va essayer de parler concrètement de Bitcoin, du Bitcoin et de, on va dire, sa conquête du monde ou pas. J'ai eu l'impression, en m'intéressant au sujet, que les États étaient plutôt en train de faire machine arrière, alors qu'on va dire les grands systèmes de commerce électronique étaient plutôt en train de l'adopter. J'ai le sentiment qu'il y a deux mouvements inverses. Il y a plusieurs pays qui ont interdit le Bitcoin, en gros, depuis un peu moins d'un an. La Thaïlande, la Chine, la Russie. En France, on se pose des questions. Alors, on va commencer par la France, peut-être. Où est-ce qu'on en est ? En France, on n'en est pas très loin en fait. Hein. On essaye d'alerter et finalement de faire que les pouvoirs publics s'intéressent au Bitcoin et on n'en est pas très très loin. Vous mentionnez en fait sur les autres États, il s'est passé des choses importantes. Il y a très peu de bannissements, il y a très peu en fait d'interdictions vraiment lorsqu'on regarde dans le détail les régulations qui sont proposées. Effectivement, vous avez mentionné la Russie, dans lequel la Banque de Russie en fait a émis un avis qui ressemble plutôt à une interdiction. Ils disent voilà, on préfère interdire cette chose. Bien que ça soit un peu compliqué d'interdire dans la réalité, mais en tous les cas, ils ont émis ce message. Dans les autres pays, c'est plutôt en fait une incitation forte qui est faite aux banques de ne pas accepter des clients qui pourraient utiliser ces banques-là pour pouvoir acheter du Bitcoin. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu plus compliqué. Et puis, bien sûr, se pose aussi la question... C'est le cas en Chine, par exemple. En Chine, voilà, c'est plutôt le cas de la Chine, en fait. Hein. Donc, ce qui maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi un aspect qui est un aspect pourquoi
de fiscalité et de régulation qui est important. Et là, pour le coup, on a beaucoup d'États qui ont décidé plutôt de dire, eh bien, on va reconnaître que ça existe, donc on va plutôt aller dans un environnement qui dit on va pas l'interdire, parce qu'ils savent que c'est difficile, voire impossible de l'interdire, et qui ont plutôt dit, on va plutôt le taxer. Typiquement les Américains. Ce qu'ils disent, ils disent dans ces cas-là, ce n'est pas une monnaie, c'est une sorte de matière première, comme si on achetait de l'or, et donc c'est soumis à taxe, effectivement, ce que font un certain nombre de pays. Mais il y a quand même aujourd'hui la plupart des grandes institutions financières, on a eu la BCE par exemple, la Banque de France, mettent en garde malgré tout contre le risque d'absence de garantie du Bitcoin. En gros, si le jour au lendemain le Bitcoin ne vaut plus rien, vous aurez tout perdu. On ne s'attend pas à ce que la Banque de France donne un autre avis que celui-là dans le communiqué qu'ils ont fait concernant le Bitcoin, qui était assez d'ailleurs imprécis sur certains aspects. Dans la réalité, on ne s'attend pas à ce qu'un organe de régulation dise autre chose que attention, c'est dangereux, puisque eux représentent en fait la monnaie officielle, et que par voie de conséquence, il est très compliqué de dire je reconnais ceci comme étant une monnaie. Ce qui n'est pas notre propos. Notre propos n'est pas de dire le Bitcoin est une monnaie, c'est finalement vous en faites ce que vous voulez, c'est un système qui est libre, et si vous voulez que ça représente une monnaie et vous voulez l'appeler quasi-monnaie, vous dites c'est une quasi-monnaie. C'est pas le débat. Le débat en fait est plutôt de dire finalement il est probable que cette quasi-monnaie serve de monnaie complémentaire aux autres monnaies pour pouvoir être utilisée dans d'autres cadres et dans d'autres systèmes. Et là, à quoi ça sert alors justement? Parce que on a déjà toutes les monnaies nationales. Ça sert à quoi de créer une monnaie comme le Bitcoin? Eh bien, lorsque vous en parlez en fait avec des consommateurs ou des épargnants qui sont dans des pays dans lesquels on a fait ce qu'on appelle des haircuts, on vous prend une partie de ce que vous avez sur le compte en banque pour pouvoir financer soit la dette publique, soit différentes opérations. C'est ce qui est arrivé notamment en Chypre et décidé par l'Eurogroupe. Lorsque vous êtes dans des pays dans lesquels il y a une forte d'évaluation de votre monnaie, si vous habitez par exemple en Argentine, si vous habitez dans des endroits dans lesquels vous avez des banques centrales qui sont reconnues comme étant pas forcément du côté des citoyens qui sont à l'intérieur de ce pays et qui ont plutôt tendance en fait à dévaluer la monnaie fortement et faire peser finalement leur incapacité à gérer la dépense publique sur les citoyens. Lorsque vous êtes dans tous ces cas-là, le Bitcoin, vous voyez à quoi ça sert. C'est que c'est effectivement une monnaie qui vous permet de pouvoir servir de monnaie de réserve, servir de monnaie d'échange partout dans le monde, de pouvoir le transférer en une seconde sur n'importe quelle autre personne sur la planète, de pouvoir réduire les coûts bancaires et donc de ne pas utiliser d'intermédiaires et de ne pas être soumis à un certain nombre d'organisations centrales ou de tiers de confiance qui, d'une part, ont un coût énorme et qui, parfois, dans certains pays, sont des points de compromission importants, des endroits où on a de la corruption, des endroits où on a de la violence. Alors, il y a quand même... c'est ce que disait Biric, c'est une matière première, c'est ça en fait. Oui, mais il y a quand même un petit côté sulfureux aussi dans l'histoire du Bitcoin, où il n'y a pas très longtemps aux États-Unis, il servait là aussi de monnaie d'échange entre différents trafiquants pour acheter de la dope, acheter des armes et des choses comme ça. C'est un peu une maladie infantile du Bitcoin. Il faut en passer par là, par une enquête du FBI, par des arrestations, pour que, d'une certaine façon, le Bitcoin retrouve une certaine virginité. Alors, comment on sait ça? Comment vous savez, en fait, que quelqu'un a utilisé des Bitcoins pour faire des choses illégales? Vous le savez parce que c'est dans la presse et vous le savez parce que les personnes se sont fait arrêter. Et c'est la seule façon que vous avez de le savoir. Vous le savez parce que ça ne fonctionne pas. Vous le savez en fait parce que, effectivement, comme toutes les transactions sont tracées, toutes les transactions sont ouvertes, elles ne sont pas cryptées, vous le savez, toutes les transactions sont effectivement seulement signées et non pas cryptées. Donc on a la possibilité de pouvoir en fait détecter des choses qui sont illégales. Pas tout, c'est pas ce que je suis en train de dire. Contrairement à ce que certains voulaient faire croire. Exactement. Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez acheter aujourd'hui quelque chose d'illégal, vous voulez acheter de la drogue aujourd'hui, peut-être que vous allez le faire beaucoup plus facilement avec des billets de 500 € qui servent essentiellement à ça aujourd'hui. Donc, parce que dans la réalité, si vous voulez faire ce type d'opération, peut-être, et je vous invite à y réfléchir, peut-être que le Bitcoin n'est pas la meilleure façon de le faire. Simplement pour rappel, vous parliez en fait d'une place de marché qui vendait de la drogue ou d'autres choses. Elle représentait 1%
1% des transactions de Bitcoin qui ont eu lieu cette année-là. 1%. Donc en fait, on est dans quelque chose qui est... C'est peu et c'est beaucoup quand même. C'est assez anecdotique par rapport en fait à l'utilisation d'une autre monnaie. Ouais. Et, pour être clair, le Bitcoin, en fait, l'histoire de chaque Bitcoin, il est gardé en mémoire. Depuis la création d'un Bitcoin, on sait exactement par qui il est passé, à quelle date, etc. C'est un peu comme le bœuf depuis la vache folle, quoi. C'est un point super important. L'entrecôte, c'est très on important. remonte jusqu'à l'éleveur de maintenant. C'est très important. En fait, le système, pour fonctionner, c'est la base du système, finalement. L'innovation technologique qu'il y a derrière, c'est que le Bitcoin n'existe pas en soi. Ce qui existe, c'est les transactions. Ce qui est archivé, c'est les transactions qui sont archivées dans un grand livre de compte qui est partagé. Tout le monde dispose de ce grand livre de compte et ce grand livre de compte est ouvert et lisible par tout le monde et dans lequel on mémorise effectivement toutes les transactions depuis le début et on les mémorise ad vitam aeternam. Mais l'avenir, c'est quoi? C'est de permettre aux gens d'acheter une voiture, d'acheter des produits de la vie courante avec des bitcoins? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'annonces qui ont été faites, mais il y a surtout beaucoup de réalités qui existent. Aux États-Unis, Overstock permet par exemple d'acheter, c'est une sorte de showroom privé ou de vente privée qui existe aujourd'hui aux États-Unis. Vous pouvez acheter en utilisant des bitcoins, vous pouvez acheter des voitures sur bitcoin, vous pouvez acheter des billets d'avion. Vous vendez un t-shirt à 20 bitcoins et quand le bitcoin est à $10. Non, le prix évolue toutes les secondes sur le site en fonction du cours, bien sûr. Alors, il faut quand même préciser, il y a quand même 2-3 grands noms qui se sont joints en mouvement. Le géant Baidu, donc qui est l'équivalent de Google, accepte les transactions en Bitcoin. Alors, je ne sais pas si ça a évolué depuis que le gouvernement chinois a Square Market qui a été annoncé, hier. Square Market qui est une très grosse place de marché de biens justement proposés en fait par des consommateurs qui les créent. Square Market aujourd'hui, ce sont les petits magasins qui vont mettre en avant dans des places de marché leurs produits. Ouais. On a Mega, le ça prévoit de faire quand même 1,3 milliard de dollars Square Market en fin 2014. Donc on est quand même sur des très très gros marchands qui aujourd'hui ont décidé d'accepter Bitcoin. Et vous avez rencontré, vous me disiez ça tout à l'heure, des chefs d'entreprise hier soir par le biais de Croissance Plus, c'est ça? C'était le week-end dernier. J'ai eu l'occasion en fait effectivement de participer au Spring Campus, qui est leur sorte d'université de printemps, et j'ai eu l'occasion de présenter effectivement le Bitcoin devant 350 entrepreneurs, et c'était très 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 intéressant de voir aussi les réactions finalement des entrepreneurs qui ont dit quoi? Ils ont dit c'est une révolution. C'est véritablement une nouvelle ère qui démarre. Et c'est d'autant plus intéressant que leurs premiers avis sur le sujet n'étaient pas forcément super favorables. Parce que quand on lit la presse, parfois on peut se dire c'est assez sulfureux, qu'est-ce qui se passe, à quoi ça sert ce truc? Mais une fois qu'on a passé suffisamment de temps avec eux et que véritablement on expose en fait les capacités de ce système, ils se disent il faut vraiment que je m'y intéresse parce qu'il est possible que ça révolutionne mon entreprise comme l'Internet a transformé ma propre entreprise. Moi aussi j'ai une question, mais après toi, Pierre. Oui, non. Je voulais revenir effectivement. On sent que ça intéresse aujourd'hui un certain nombre d'entreprises de voir comment elles peuvent commercer, là aussi peut-être sans risque de change d'une région à un autre. Il y a quand même aujourd'hui un souci qui peut se poser. On parlait de la sécurité. C'était un des points qui était mis en avant d'ailleurs par les banquiers centraux. On va dire notamment, qu'en est-il de la sécurité si on vous vole votre bitcoin sur votre ordinateur? Un hacker arrive et vous prend vos bitcoins, vous ne les retrouvez pas. Il y a quand même eu un scandale au Japon qui concerne la plateforme MTGOX, qui en a perdu, je crois, plus de 500 000. Ils en ont retrouvé 200 000 il n'y a pas longtemps, mais qui a perdu énormément. 250 millions d'euros, je crois, de perte. Voilà. On ne sait pas ce que sont devenus les bitcoins appartenant à des clients. Ça pose quand même un certain nombre de questions sur la sécurité autour du Bitcoin. Oui, il y a plusieurs éléments dans ce que vous venez de dire et je voudrais juste prendre un instant pour le présenter. Les États sont parfois mal placés pour nous expliquer comment en fait ils prennent soin de l'argent qu'on leur a confié. On peut prendre l'exemple par exemple des retraites, on peut prendre l'exemple d'un certain nombre de valeurs qu'on leur a confiées et qu'on est patient en fait de retrouver à la fin. Néanmoins, effectivement, il faut avouer qu'il y a eu des places de marché qui ont connu des succès incroyables. C'était le cas
probablement de qui ont Gox, hein. dépassé en fait leur capacité à pouvoir le gérer. On est dans une enfance d'une monnaie aujourd'hui qui existe depuis 4 ans, presque 4 ans et demi, ce qui est très jeune pour une technologie, mais qui franchement s'en sort très très bien parce que à part effectivement ces cas que l'on mentionne et qui sont importants et que je nie pas, on est dans un système dans lequel à chaque fois qu'il arrive ce type de choses, eh bien finalement les autres places de marché font des progrès immenses pour pouvoir mieux gérer avec beaucoup plus de sécurité eh bien, les transactions financières qui ont lieu sur le Bitcoin. Donc effectivement, ce sont des crises par lesquelles on doit passer, probablement on peut dire qu'il y en aura d'autres. Maintenant, sur le côté des garanties qui est donné par rapport à la monnaie et le fait que vous ne puissiez pas vous retourner vers quelqu'un d'autre pour pouvoir dire j'avais cet argent-là et je l'ai perdu, c'est le cas d'une action en bourse et puis à nouveau, c'est le cas de beaucoup de choses aussi dans lesquelles vous pouvez investir, dans lesquelles vous pouvez retrouver un peu d'argent à la fin. Philippe, j'ai 3 questions à vous poser avant qu'on conclue cette émission. D'abord, est-ce que vous avez déjà fait un achat en Bitcoin ? Oui, enfin, je transfère souvent de l'argent pour, par exemple, ça pourrait vous intéresser d'ailleurs, pour notamment donner de l'argent à quelqu'un qui fait un blog super ou quelqu'un en fait qui poste un article que je trouve intéressant et quand cette personne mentionne en fait son adresse Bitcoin publique, j'aime pouvoir lui donner quelque chose. Donc c'est peut-être un nouveau business model pour Watch TV. Voilà, formidable. Deuxième question, qui gagne de l'argent avec Bitcoin ? Alors, qui gagne de l'argent avec Bitcoin? C'est très très simple. Si on reprend nos 4 phases et on prend la phase on va dire la phase des développeurs, eux ont pu gagner de l'argent et continuent à en gagner parce que ils participent à un système, un petit peu comme s'ils étaient les fondateurs d'une start-up qui a grandi. D'accord. Et ils se retrouvent possesseurs d'une partie de cette equity. Il y a les frères Winklevoss aussi, les fameux frères Winklevoss qui ont investi beaucoup. Facebook. Si vous prenez en fait le cas ensuite des entreprises qui offrent des services au-dessus de Bitcoin, celles-là, évidemment, vont réintermédier et vont proposer des services. C'est exactement comme dans l'Internet. Si vous me posez la question, dans l'Internet, effectivement, on se dit mais qui va gagner de l'argent dans l'Internet? C'est un protocole qui est gratuit, tout le monde peut l'utiliser. Oui, mais il faut des fournisseurs d'accès, il faut des fournisseurs de contenu, il faut tout ça. Dernière question, qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu le président de l'association Bitcoin France? Vous êtes banquier d'affaires. Vous avez 20 secondes. Vous avez 20 secondes. La passion, je pense. Uniquement la passion? Vous êtes complètement désintéressé? Je suis largement désintéressé du sujet. Je possède des bitcoins, mais pas suffisamment pour devenir immensément riche. Mais en tous les cas, suffisamment pour être passionné par le sujet. Je pense sincèrement que c'est une révolution qui est égale, qui est au moins égale à celle de l'Internet. Et j'invite en fait à la fois tous les entrepreneurs, mais également tous les gens qui ont des responsabilités dans les entreprises à se poser la question de comment le bitcoin va révolutionner l'argent. Merci beaucoup Philippe Rodriguez d'avoir été notre invité en direct dans Gentech ce mardi soir sur Watch TV. On vous donne rendez-vous donc tous les mardis avec Pierrick pour ce grand rendez-vous de l'actu high-tech. Pas la semaine prochaine, mais on sera de retour dans 15 jours. Très bonne soirée à tous. Salut Pierrick. Salut Benjamin. Et restez sur Watch TV, les programmes continuent. Merci à Philippe Leroux et à très bientôt. Salut à tous.